La présentation suivante sera celle d'Emmanuel Dombre, qui va nous parler, donc cette fois-ci, on continue sur la période post-Claude Bernard, du côté de la biologie, puisqu'il est classique de dire qu'en fait, le concept d'homéostasie prend ses racines dans la biologie de Claude Bernard. Et l'idée, c'est d'aller voir dans quelle mesure, en fait, cette généalogie, elle est robuste ou pas. Donc, merci Emmanuel pour ta présentation. C'est moi qui te remercie, Laurent. Et également les autres organisateurs de ce colloque, de nous réunir pour partager ce temps ensemble. C'est rare en ces temps, alors qu'ils reviennent de vie académique, mais enfin qui nous ont quand même beaucoup manqué. Donc heureux d'être ici avec vous. J'ai intitulé cette présentation de la régulation du milieu intérieur à l'homéostasie, un cheminement conceptuel contrarié. Peut-être contrarié par le contrarié, je ne suis pas bien sûr exactement du sens aussi, si je vais pouvoir honorer ce terme, en essayant d'établir une filiation quand même entre ce concept de la constance ou de la fixation du milieu intérieur, concept bernardien, et le concept plus moderne de la physiologie depuis les années 30, les années 40, d'homéostasie, qui reste une notion tout à fait essentielle dans le programme moderne de la physiologie. Ce n'est pas du tout une notion historique. Autant on peut trouver, je fais un petit aparté, la notion de milieu intérieur utilisée avec des signes de distanciation, et on nous préfère parfois l'expression, le syntagme milieu extracellulaire, qui ne permet pas d'ailleurs de distinguer bien le milieu extérieur du milieu intérieur. Autant la notion d'homéostasie est une notion de manuel maintenant, de physiologie dès la L1, complètement assimilée dans le programme de recherche de la physiologie contemporaine. Alors, une des façons, je crois, justement, d'apprécier cette postérité de la pensée de Claude Bernard est sans doute d'évaluer cette filiation entre les concepts d'homéostasie et de fixité ou de constance du milieu intérieur. Cette étude a d'ailleurs été déjà menée, donc je ne fais que m'inscrire dans les pas d'autres historiens des sciences sous ce rapport. Je pense aux travaux de Christian Sinding, notamment, de Stephen Cooper, plus récemment, de Mathieu Arminjon aussi, qui a fait un beau travail de publication des conférences de Walter Cannon il y a peu de temps. Alors, mon objet ici ne va pas être d'adopter une sorte de position méta ou d'arbitrage des débats historiographiques sur l'importance de cette filiation, de cette non-filiation, ni même d'ailleurs vraiment de prendre position dans la controverse sur des points déjà débattus. Je vais essayer de dire un peu autre chose, en partie autre chose. Mais je voudrais quand même commencer, puisque c'est peut-être pas clair pour tout le monde, par revenir sur la définition de ce terme si important, de ce concept si important d'homéostasie. Alors, est-ce que je l'ai là? Évidemment, la citation est un peu lourde. Je ne vais pas la lire entièrement. J'en avais des un peu plus courtes, mais j'ai voulu reprendre la citation du texte original qu'on trouve dans l'étude de Cannon de 1929. Ensuite, il a synthétisé et bon, je trouvais que sur le plan historique, c'était quand même intéressant de revenir à ce texte original. En fait, l'expression, il l'utilise déjà lors d'une intervention devant un congrès de chirurgiens de l'association des chirurgiens et médecins américains de 1926, mais c'est dans cette étude princeps qu'il définit de façon explicite l'homéostasie. Je vais simplement lire les passages que j'ai soulignés parce qu'ils me paraissent les plus intéressants, les plus polémiques justement par rapport à ce qu'on pourrait entendre par homéostasie lorsqu'on rapproche ce terme de l'équilibre, de la notion d'équilibre ou de notion avoisinante dont il se distingue. Système ouvert ayant de nombreuses relations avec son environnement, l'idée d'un système ouvert. Le terme équilibre, donc il fait tout de suite référence à ce terme pour l'écarter aussitôt et lui préférer ce néologisme, pourrait être utilisé pour désigner ces conditions constantes au sein du système. Ce terme, cependant, d'équilibre n'a, nous dit Walter Buchanan, de signification exacte que lorsqu'il est appliqué à des états physico-chimiques relativement simples dans des systèmes clos
où les forces connues sont équilibrées. Et puis un peu plus bas, dans cet extrait où il fait une définition par contraste de ce concept d'homéostasie, il ajoute ceci, ça me paraît intéressant. Homéo, forme abrégée de homoi, est choisi comme préfixe de préférence à homo, parce que le premier suggère l'idée de semblable, de similaire, et donc l'idée d'une certaine variation, tandis que le second mot signifie le même, l'identique, et renvoie à une constante fixe et rigide. Comme dans la branche de la mécanique appelée statique, le concept central est celui d'un état stable, steady state, produit par l'action des forces. L'homéostatique pourrait donc être considéré comme préférable à l'homéostasie, etc., etc. Je vois au moins 3 déterminations intéressantes et polémiques qui surgissent à la lecture de ces quelques passages. Homéostasie plutôt qu'équilibre, dans la mesure où l'organisation du monde est nécessairement un système ouvert, alors que l'équilibre est déjà défini à partir des systèmes clos, même si ensuite on a élargi cette notion d'équilibre aussi au système ouvert en physique. Homéostasie plutôt que homostasie, dans la mesure où l'homéostasie supporte, contient, requiert la variation, une certaine variation. Et puis homéostasie plutôt que homéostatique également, parce que la stase renvoie à des états, de régimes, de conditions, je ne sais pas comment dire. Enfin voilà, c'est un régime. C'est un régime. Et c'est quelque chose de tout à fait important, cette notion de régime, ou comme dirait Canguilhem, ces allures de stabilisation de l'organisme. Voilà. Alors, je continue. Un mot quand même sur ce qui a été dit, même si j'ai dit tout à l'heure que je vais essayer de dire autre chose que ce qui a déjà été dit. Ce qui a été bien dit, je crois, concernant cette filiation entre les deux concepts de constance du milieu intérieur et d'homéostasie, ce qui a été bien travaillé, ce sont les questions relatives à la réception de Claude Bernard par les physiologistes britanniques et les physiologistes américains de l'entre-deux-guerres, hein, qui sont à l'origine, et notamment Walter Cannon, mais ils se connaissaient tous et ils discutaient fort entre eux, qui sont à l'origine donc de ce concept d'homéostasie. Donc en premier lieu, Walter Buchanan. Il y a certes une historiographie un peu plus ancienne, plus classique, constituée notamment par des études monographiques sur des auteurs comme les travaux d'Adolphe et Allen sur Haldane, hein, ou de Paradanskola sur Lawrence Anderson, qui ont eu tendance à majorer, je crois, je trouve, l'originalité de ces auteurs. Prenons l'exemple, par exemple, de Garland Allen. Alors lui, il a écrit sur Haldane. Il soutient, par exemple, que le travail de Bernard a moins servi de paradigme pour guider la recherche physiologique, à propos de Haldane, que de principe pratique pour rassembler les résultats de diverses études sur le contrôle organique. Autrement dit, il y aurait plus une convergence et un effet d'opportunité de ces auteurs à la suite de leur lecture et de leur découverte de Claude Bernard, mais qui n'auraient pas inspiré leur véritable programme de recherche, qui aurait son autonomie et ses inspirations propres. Et pourtant, je crois que cette historiographie est largement aujourd'hui ringardisée, mais enfin minorée face à d'autres travaux historiographiques plus récents. J'ai cité Sinding, j'ai cité Cooper tout à l'heure, qui s'accordent désormais à reconnaître l'existence d'une authentique filiation et non pas simplement un phénomène de convergence théorique entre cette physiologie britannique et nord-américaine de l'entre-deux-guerres qui a développé le concept d'homéostasie avec les vues de Claude Bernard sur le milieu intérieur et la constance du milieu intérieur 50 ou 60 ans plus tôt. Le point le plus litigieux peut-être de cette question de la réception de Claude Bernard dans cette physiologie anglo-saxonne concerne sans doute la réception de Bernard par Lawrence Anderson. Donc je peux peut-être vous mettre une photo là. Oui. Non. Lawrence Anderson, physiologiste à Harvard, auteur d'un ouvrage de référence sur le sang en 1928,
et qui a introduit, pas simplement préfacé, mais fait une copieuse introduction de la première édition en langue anglaise, que je sache, de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Tardive, 1927, cette traduction. Ça veut dire quelque chose quand même sur la réception de Bernard dans les pays anglo-saxons. Selon Christian Sinding, Anderson doit bien davantage à Claude Bernard qu'un cautionnement de son activité propre de recherche. Il lui doit un programme de recherche physiologique, car la question de départ, nous dit Sinding, de Anderson, c'est la question de comprendre pourquoi, comment le pH sanguin reste constant. Question de physiologiste, la constance du pH sanguin, la neutralité acido-basique du sang, comment ça se passe. Question authentiquement physiologique, il ne s'agit donc pas de généraliser au fonctionnement de tout l'organisme l'idée technique de maintien par des effets tampons de la constance du pH. Ça s'apparenterait plutôt à un programme de recherche de chimiste en physiologie. C'est le contraire, il s'agit de comprendre comment quelque chose comme le pH sanguin reste constant. Mais la position, pour le coup, de Sinding est assez isolée, me semble-t-il. Et bien des auteurs, c'est en tout cas le cas de Cooper notamment, sont en désaccord avec elle. Alors, je cite Cooper, mais également, et c'est peut-être encore plus important, les propres acteurs qui sont rentrés dans cette controverse, les propres savants et collègues de Anderson, Haldane et Cannon en premier lieu, qui récusent justement l'idée que Anderson se serait approprié de façon correcte les vues de Claude Bernard sur la constance du milieu intérieur. Alors, je vais peut-être citer ici pour faire un tout petit peu le point, et parce que j'ai essentiellement mieux documenté ces quelques lignes de réflexion. Et Anderson, et puis ensuite les physiologistes américains, enfin Cannon, et puis également Haldane, américain, sur cette question. À propos d'Anderson et de son chimisme, cette façon dont il aurait de finalement rabattre les questions physiologiques, comme le pensent ses collègues, sur des questions physico-chimiques. Anderson écrivait ceci dans Blood, 1927. La théorie de Claude Bernard sur la constance du milieu intérieur a été formulée, j'ai peut-être mis la citation quelque part. Tac, tac, tac. Non, pas je veux... La théorie de Claude Bernard sur la constance du milieu intérieur a été formulée à une époque où les renseignements sur la composition du sang étaient rares et où les théories de la physico-chimie étaient encore si peu développées qu'une étude quantitative exacte du problème était impossible. Elle a cependant reçu une confirmation remarquable grâce aux découvertes et aux progrès théoriques du siècle actuel. Donc voilà ce qu'il écrivait dans Blood. Et un peu plus loin, lorsqu'on rentre un peu dans la technique, dans le détail, on voit effectivement que le recours qu'il a à ces concepts importants d'équilibre et d'effet tampon sont sans doute, en tout cas c'est mon point de vue également, là-dessus je me range de l'avis de Cooper et puis de Cannon, incompatibles avec l'approche bernardienne de la régulation physiologique. Sur l'action tampon, voilà ce qu'écrit Anderson, qui montre qu'il s'agit d'actions tampons très proximaux, qui ne recourent pas à l'intervention des appareils régulateurs éloignés, mais il s'agit simplement des différents composants du sang qui permettent, dans une certaine mesure, d'assurer cet équilibre du pH sanguin. Anderson écrit ceci, là j'ai mis la citation devant vous, les propriétés des composants du sang sont très adaptées à la fonction de préservation de la constance de l'environnement des cellules et des tissus et aux fonctions de transport de l'acide carbonique et de l'oxygène. Là, on définit plus ce que c'est, ce qu'il entend par l'action tampon. Par exemple, l'action tampon d'un mélange d'acide carbonique et de ses sels, donc ce sont les sels dissous dans le sang, qui participeraient au retour de l'alcalinité légère du sang, tout à fait nécessaire pour un bon fonctionnement physiologique, est inégalé comme moyen de maintenir une réaction presque neutre par neutralisation directe de l'acide ou de la base. Autre composant du sang, les protéines du sang contribuent également à ce processus direct, tandis que l'hémoglobine, indirectement, en raison des changements cycliques qui accompagnent son union avec l'oxygène dans les poumons
et la dissociation de ce composé dans les tissus compensent largement les changements d'alcalinité qui résulteraient autrement des changements simultanés de la teneur en acide carbonique de la solution. Voilà, aucune référence aux reins, aux poumons, aux différents appareils de l'organisme qui participent d'une régulation plus large. L'action tampon ne doit pas être entendue chez Anderson au sens large, mais uniquement au sens d'intervention des seuls éléments chimiques proximaux au sein du plasma sanguin. Et l'action tampon se fait au moyen de ces seuls composants, notamment les sels. C'est essentiellement les sels auxquels pense Anderson. Il écrit ceci, c'est assez intéressant. Il a eu un tournant sociologique, il s'est beaucoup intéressé à Pareto, il a fait partie de l'école de Elton Mayo, l'école de Chicago de sociologie du travail, à la fin de sa vie. Bon, il y a toute une évolution intéressante chez Anderson sous ce rapport. Et j'ai trouvé dans ce bouquin cet extrait qui m'a paru intéressant aussi pour approcher un peu ce qu'il entend par équilibre et voir que cet équilibre était finalement assez éloigné dans son sens de la signification de l'homéostasie au sens de Cannon ou de la régulation du milieu intérieur au sens de Claude Bernard. Il écrivait ceci. Il est regrettable, donc dans son livre sur Pareto, il est regrettable que le terme équilibre soit utilisé dans des sens différents selon les sciences. Je pense que l'état actuel des choses peut être éclairci en considérant la signification du terme en mécanique. Dans cette science, il a été introduit par Archimède pour décrire l'équilibre statique. Il est encore d'usage de limiter l'utilisation du terme à ce cas. Mais il est très facile d'indiquer qu'il est possible et donc commode d'étendre l'utilisation de ce terme à la dynamique. Alors, comme suit, je vous passe ensuite l'équation mathématique qu'il utilise pour définir ce principe fondamental de la dynamique. Il termine ainsi. Il est possible de considérer l'équilibre statique comme une sous-classe de la condition plus générale, représentée par l'équation plus générale, etc., etc. Autrement dit, me semble-t-il, l'équilibre statique ici est présenté comme une sous-classe, sous-espèce d'un équilibre plus général, mais en même temps, c'est sa signification mécanique ou mécaniste qui l'emporte, qui sert de modèle à tous les équilibres, y compris les équilibres dynamiques. Et y compris en physiologie, en sociologie, mais également en physiologie. Alors, évidemment, les physiologistes, ses collègues, ont répondu à Anderson sur ces points. Haldane en premier lieu, et puis également Cannon. Haldane, d'abord, a vivement protesté des réceptions de Blood, de l'ouvrage de Anderson, contre cette restriction des mécanismes de régulation aux seuls effets tampons du sang. Et il écrivait ceci dans un compte-rendu de cet ouvrage paru en 1929. Anderson, je crois que j'ai mis l'extrait. Anderson traite le sang comme une simple chose qui, à la suite de diverses réactions tampons se produisant en lui-même, n'est pas aussi facilement perturbé dans ses conditions physico-chimiques que d'autres liquides le seraient. Certes. Ces réactions tampons sont d'une grande importance et d'un grand intérêt, mais elles étaient inconnues de Bernard et ne modifiaient en rien sa conception de l'activité coordonnée des organes par laquelle les conditions dans le sang sont maintenues constantes. Cette activité coordonnée est un élément essentiel de sa conception du sang dans le corps vivant, chez Claude Bernard. Alors que Anderson n'en tient pas compte, transformant ainsi le sang dans le corps vivant en ce qui est pour un physiologiste un simple artefact, dans la mesure où il le dissocie effectivement de l'ensemble des appareils régulatoires de l'organisme. Si suivant cela, Anderson, nous négligeons la coordination organique active, nous faisons, il me semble, un pas en arrière par rapport justement au programme de recherche de la physiologie bernardienne dans lequel s'inscrit Haldane. Ça, c'était la réponse d'Haldane. S'en est suivi un certain nombre d'échanges avec Anderson qui sont documentés par les historiens. Mais je voudrais maintenant en venir à Cannon, celui qui a forgé ce néologisme d'homéostasie et qui s'inscrit dans le sillon de Haldane et dans sa critique à l'égard de son collègue à Harvard, qui est Anderson, qu'il connaît bien, mais dont il se démarque sous ce rapport aussi, quant à sa filiation, son appropriation correcte du concept bernardien de constance du milieu intérieur. Voilà ce qu'écrit Cannon dans ses conférences sur les équilibres et l'homéostasie, données à Paris en 1930.
On retrouve pratiquement les mêmes textes dans La sagesse du corps, et puis même dans d'autres textes un peu de la même époque de Cannon, qui reprend souvent ses écrits dans différents ouvrages. Il écrit ceci donc. On peut exagérer l'importance de la nécessité pour un organisme de confiner les modifications du pH sanguin dans une très petite étendue. Un pH de 6 et 9 dixièmes, environ, le sang devient si acide que le coma et la mort en résultent. Et au-delà de 7 et 7 dixièmes, il devient si alcalin que la tétanie apparaît. Une variation de 7 à 7 dixièmes, de 7 et 7 dixièmes à 6 et 9 dixièmes n'est pas considérable. Et cependant, le maintien du pH entre ces limites est essentiel à notre existence. Il existe effectivement dans le sang lui-même des mécanismes extraordinairement délicats, mécanismes qui ont été décrits dans tous les détails par mon collègue Anderson. Cependant, au-delà de ces réglages purement sanguins, c'est à nouveau les fameux effets tampons, il existe des mesures de protection qui anticipativement protègent le sang de tout danger. Et un peu plus loin, dans la même conférence, il enfonce le clou en écrivant ceci. Dans des conditions d'effort violent, par exemple, la circulation locale peut arriver à être 9 fois plus importante qu'à l'état de repos, et la livraison d'oxygène à être 18 fois plus considérable. Donc, en dépit du fait qu'en un court espace de temps, l'effort musculaire peut produire plus d'acide que n'en pourrait neutraliser les tampons du sang et tous les effets tampons qu'a pu répertorier Anderson dans les différents articles qu'il a écrits à cette époque, condition qui cause inévitablement la mort. La réaction du sang n'est altérée qu'à un minime degré, et ceci en raison de l'intervention des grands appareils de régulation de l'organisme, dont ne tient pas compte Anderson. Alors, les effets tampons pour éviter l'acidité du sang ne suffisent pas. C'est ça, là, je crois, la conclusion à laquelle se range aussi bien Haldane que Cannon. Et c'est là, en même temps, où entre en jeu, je crois, selon Cannon, quelque chose de nouveau, qui n'est pas réductible à l'équilibre physico-chimique résultant du jeu des effets tampons dans un liquide comme le sang, et qui va appeler l'homéostasie. La véritable homéostasie, dont j'ai rappelé tout à l'heure la définition, et qui va donc, selon lui, bien au-delà des notions d'équilibre et d'effets tampons documentés fort bien par Anderson. Alors, j'arrête sur ces questions de réception de Claude Bernard chez les physiologistes américains et anglais de cette époque, pour aborder un autre point concernant cette filiation, relative à l'extension et aux différences d'extension justement des concepts bernardiens de constance de milieu intérieur et du concept, on peut dire pas canonique, canonien, enfin de Walter Cannon, d'homéostasie. Alors, je vais pas m'apesantir outre mesure, mais je voudrais quand même dire quelques mots pour mesurer le différentiel de nouveauté que présente ce dernier concept sous ce rapport de l'extension. On ne trouve pas dans la liste, que je sache, mais peut-être que je me trompe, il en a fait plusieurs, dans les listes dressées par Claude Bernard des conditions physico-chimiques du milieu intérieur, la pression osmotique ou le pH sanguin, dans la mesure où ce sont encore des paramètres du milieu intérieur qui sont mal élaborés à l'époque où Claude Bernard écrivait dans les années 50, 60 et même 70. Rien non plus sur et ça, a fortiori, sur les concentrations hormonales dans le milieu intérieur, et pour cause, puisqu'on sait que Claude Bernard est mort avant que ne soient identifiées les premières substances chimiques sécrétées dans le sang et agissant sur des organes cibles que Starling appellera au début du XXe siècle des hormones. Ce mot restera évidemment dans la littérature. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que même si certaines hormones, je pousse peut-être un peu le bouchon un peu loin, mais c'est comme ça que j'aime bien faire, même si certaines hormones avaient été connues et identifiées dès l'époque de Claude Bernard, je crois, se serait interdit à l'avance de les y intégrer dans sa liste, ou alors il aurait dû se faire violence et modifier son concept de constance de milieu intérieur. S'agissant des premières conditions qui sont négligées par Claude Bernard, la pression osmotique, le pH sanguin, leur intégration dans l'extension du concept d'homéostasie, ou dans la liste des paramètres physico-chimiques du sang, si vous voulez, ne change pas, je crois, fondamentalement la compréhension de ce concept.
par rapport au concept traditionnel, justement, et bernardien de constance du milieu intérieur. Mais ce n'est pas le cas pour les secondes qui sont intégrées, hein, justement, parmi les paramètres homéostatiques depuis les années 30 et 40. Donc attention de ne pas prendre cette question de l'extension par le petit bout de la lorgnette, l'extension du concept de constante du milieu intérieur aux concentrations hormonales, notamment, change, je crois, quelque chose à la compréhension de ce concept et nous fait basculer dans l'homéostasie, dans la sémantique de l'homéostasie. Alors enfin, un peu comme Claude Bernard a distingué de façon assez frustre différentes catégories de régulation en référence à leur nature physique ou à leur nature chimique ou à leur origine, hein, ou encore à leur signification fonctionnelle. C'est ainsi que Claude Bernard parle de façon récurrente des conditions physiques, j'ai déjà utilisé ces expressions, et des conditions chimiques, hein, du sang ou du milieu intérieur. Plus rarement, on le voit dans les leçons sur le phénomène commun, des conditions extrinsèques et des conditions intrinsèques du milieu intérieur, ou encore des régulations, et là il fait référence à leur signification fonctionnelle, des régulations qui constituent des réserves, mot extrêmement important, qu'on a souvent souligné, pour des réserves pour la nutrition, c'est l'expression qu'il utilise dans les leçons sur les phénomènes de la vie, et il range là-dedans les lipides, pardon, les glucides, et tous les sels, hein, et les protéines, et le reste, auquel il ne donne pas nom, hein, il y aurait donc les provisions ou les réserves pour la nutrition, et le reste, dans le reste, il faut entendre la chaleur, l'oxygène, l'eau notamment. Donc, un peu à la façon de Claude Bernard, Cannon, hein, et également Joseph Barcroft, dont je n'ai pas encore parlé, dont vous avez l'image là. Hop. Ont proposé de catégoriser la régulation, les processus de régulation. Leur catégorisation, que je sache, n'a pas connu grand succès, même si je trouve celle de Cannon extrêmement intéressante. Hein. Il ne me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de postérité, hein, aux propositions de Cannon concernant les grandes catégories homéostatiques et dont je vais parler maintenant. Je vais passer sur celle de Barcroft. Hein. Je voulais en parler, mais je n'ai pas trop le temps, donc c'est peut-être pas la plus importante. En revanche, celle de Cannon est quand même extrêmement intéressante. On lui doit une assez fine, une assez forte caractérisation des mécanismes homéostatiques. Voilà ce qu'il écrit dès 1929 dans le fameux article que je vous ai déjà rapporté de façon partielle. Classification des conditions homéostatiques. Bon, je ne vais pas lire le début, peut-être juste les parties soulignées. Hein. Il y aura des relations croisées entre les états homéostatiques. La classification proposée ci-dessous ne doit pas être considérée comme davantage que comme un regroupement utile de catégories homéostatiques, un point de vue pragmatique, hein, de Cannon là-dessus. Elle ne peut prétendre qu'au mérite d'avoir servi de base à l'étude des moyens par lesquels l'organisme atteint la stabilité. Et ici, sa classification des conditions homéostatiques est assez bernardienne. Hein. Fourniture matérielle, on n'est pas loin des réserves, hein, pour les besoins cellulaires, mais voyez qu'il rajoute les sécrétions internes. C'est important. Et puis, quant aux facteurs environnementaux, il y a la chaleur ou la température, mais il y a également la pression osmotique, et puis il y a l'acidité, la concentration d'ion d'hydrogène, qui, au moment de leur transformation chimique dans le corps, donne l'acide lactique et puis surtout l'acide carbonique. Dans la même étude, Cannon distingue, et ça me semble plus important encore que cette première forme de classification assez bernardienne, 3 types d'homéostasie, non plus cette fois selon la nature physique ou chimique des paramètres régulés, mais selon le mode de régulation. Cannon va distinguer des régulations qui s'apparentent, primo, à ce qu'il appelle la mise en réserve par inondation. Mise en réserve par inondation. L'exemple classique, c'est l'exemple de l'eau dans la peau ou dans le tissu conjonctif, dans le fascia, qui est libéré au fur et à mesure des besoins de l'organisme. Mise en réserve par séparation, mise en réserve par inondation, donc dans ces réservoirs, ces citernes que constituent les pores de la peau, les cellules du tissu conjonctif, etc. Deuxième mode de régulation ou d'homéostasie, ce sont les régulations qui s'apparentent à des mises en réserve, encore une fois, mais par séparation
par séparation et qui regroupe la majeure partie, selon Cannon, des processus homéostatiques, et notamment l'homéostasie du sucre et de cet ordre, dont on a déjà parlé. Il est séparé, le sucre est stocké dans le foie sous forme de glycogène et relâché à la demande de l'organisme, à nouveau sous forme de glucose. Vous voyez qu'il y a là une transformation moléculaire, glucide, glycogène, glucose, qui n'existe pas lorsque vous stockez de l'eau ou lorsque vous stockez même des sels ou du sucre dans la peau ou dans le tissu conjonctif. Et puis, il y a une troisième forme, ou un troisième type de régulation qu'il appelle des régulations par modulation ou par orientation des processus continus. C'est le cas pour la chaleur, c'est le cas pour l'oxygène. Le corps ne cesse de produire de la chaleur, il ne cesse de s'oxygéner, il ne cesse de s'acidifier par les combustions continues qui s'y font. Et nous avons ici des processus de régulation qui s'apparentent à des modulations de processus continus, sans qu'il y ait de mise en réserve de l'oxygène ou de la chaleur ou de ce genre de choses. Alors, ça me paraît quand même assez intéressant, même si, encore une fois, je n'ai pas trouvé repris dans la littérature scientifique moderne cette distinction des modes d'homéostasie, parce qu'elle est intéressante parce qu'elle nous éloigne peut-être pas assez radicalement, mais de façon quand même assez décisive, de la conception bernardienne de la constance du milieu intérieur. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi je dis ceci. Je voudrais simplement souligner que la différence entre la mise en réserve par inondation et la mise en réserve par séparation renvoie également à la question de la structure moléculaire, je l'ai dit, pas de changement moléculaire dans le corps qui est simplement réservé dans un endroit, dans un réservoir, tandis que lorsqu'il est séparé pour être utilisé après, le corps est souvent, la substance est souvent transformée sur le plan moléculaire. Mais c'est le troisième mode d'homéostasie qui nous éloigne le plus fortement, je crois, de la conception bernardienne de la constance du milieu intérieur, cette fameuse régulation des processus continus, qui s'apparente, qui je crois, ou qui confine, me semble-t-il, à ce que j'appellerais une démésologisation du concept bernardien de fixation du milieu intérieur. Et je crois qu'effectivement, l'homéostasie, c'est une façon de démésologiser ce concept encore trop marqué par la référence au milieu extérieur, qui est le concept de fixation du milieu intérieur, de constance du milieu intérieur, chez Claude Bernard. Oui, oui. Alors, j'ai 5 minutes et j'ai loin d'avoir fini parce que je m'aperçois que je vais assez longtemps quand il y a beaucoup de choses. Donc, comment est-ce que je peux faire? Je vais peut-être terminer cette partie et puis j'annoncerai simplement les 2 autres éléments que j'avais prévus. Voilà ce qu'écrivait Walter Cannon en 1930. Si nous reprenons les 2 phénomènes que nous avons considérés aujourd'hui, la production continue d'acide dans l'organisme et la production continue de chaleur, donc ce sont des régulations du 3e type, nous notons que dans ces 2 exemples, l'homéostasie du milieu intérieur est maintenue par des processus continus qui, ordinairement à l'état de repos, fournissent un travail routinier. Cependant, aussitôt que la balance penche d'un côté ou de l'autre, ces processus continus se modifient de façon à ramener l'organisme à son état antérieur. Les mécanismes stabilisants dans les 2 directions comprennent l'activité de la partie sympathique du système autonome. Je crois que c'est cette catégorisation des modes du mode homéostatique, qui est la régulation des flux continus, effectivement, n'est pas sans incidence sur la compréhension du concept général d'homéostasie. Alors, comme je n'ai pas le temps, je vais simplement souligner ou évoquer les trois éléments qui me paraissent les plus fondamentaux, mes 3 hypothèses, par lesquelles s'exprime, me semble-t-il, s'illustre un différentiel de nouveauté sémantique entre le concept bernardien de fixation du milieu intérieur, de constante du milieu intérieur, et le concept d'homéostasie. Le premier point que j'évoque sans m'y appesantir, sans l'analyser plus avant, c'est le fait qu'il existe un lien essentiel
chez Claude Bernard entre sa notion de stabilisation du milieu intérieur et ce qu'on pourrait appeler la neurophysiologie. Je veux dire par là que Claude Bernard est un nervosiste dans son approche de la régulation organique. Alors j'ai tout un tas de documents, j'en ai mis des pages, je n'ai pas le temps qui le montrent. Les historiens le disent aussi très bien. Alain Prochiance, qui était cité, le mal-aimé, ce matin, pour le critiquer, nous disait que Claude Bernard est plus neurobiologiste qu'hormonologiste. Et Sinding, dans une topique médicale, disait que le concept bernardien de sécrétion interne n'est pas encore un concept endocrinien. Je suis tout à fait à ces affirmations. Je citerai aussi Canguilhem qui disait ceci, ça paraît très fin. Claude Bernard n'est pas parvenu à nommer régulation le mode de liaison d'un système vivant autre que la liaison nerveuse qu'il avait pourtant été le premier à mettre en lumière. Il a effectivement, avec la glycogénèse hépatique, mis en évidence un système de liaison, mais il n'a pas été capable de voir dans la glande hépatique sous ce rapport l'homologue d'une glande à sécrétion sanguine, puisqu'elle fait une sécrétion interne avec le sucre, et donc une forme non pas de régulation endocrinienne, mais enfin qui partage avec les régulations endocrines le fait d'être une sécrétion interne. Malgré tout ça, malgré les travaux de Claude Bernard sur la glycogénèse hépatique, effectivement, il tient le choc. Chaque fois qu'il nous parle de la régulation, c'est pour lui attribuer un régulateur, qui est toujours le même, qui est le système nerveux. Le système nerveux. Bon, j'ai énormément d'extraits que je ne vais pas citer parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais croyez-moi sur parole, on peut documenter fortement cette thèse nervosiste de l'approche bernardienne de la régulation. Pourquoi est-ce que Claude Bernard a persisté jusqu'à la fin de sa carrière à penser une régulation exclusivement nerveuse et qui constitue selon moi la première différence de taille avec le concept d'homéostasie? Je crois que ce n'est pas seulement par ignorance de l'identité chimique des hormones, ni par ignorance de l'existence d'un véritable système combiné qu'on appelle sympathico-surrénalien. Selon moi, c'est une cécité à l'égard d'une régulation non nerveuse qui est motivée par des raisons théoriques. En tout cas, c'est ce que je cherche à comprendre. Et j'ai des hypothèses là-dessus, mais je n'ai pas le temps de les exposer. Mais j'ai des hypothèses. Tu nous en donnes deux, là. Alors d'accord, je vous en donne une. J'en ai deux pour expliquer ces raisons théoriques qui expliquent cette cécité à l'égard d'une régulation non nerveuse. Il me semble que si pour Bernard, une régulation non nerveuse ne peut être sinon une non-régulation, du moins une régulation inférieure, et donc si les êtres vivants sans système nerveux sont nécessairement des animaux à régulation déficitaire, et je crois que cette image du déficit plane dans les descriptions bernardiennes des animaux à vie oscillante ou à vie latente. Autrement dit, si l'augmentation de l'efficacité du milieu intérieur va de pair avec l'augmentation de la complexité du système nerveux, c'est parce que le paramètre de la perfection organique joue chez Claude Bernard le rôle de médiateur caché dans cette équation. D'une part, on a cette première équation que ne cesse de souligner Claude Bernard, et d'ailleurs même le physiologiste américain le fera après lui, selon laquelle plus augmente l'efficacité du milieu intérieur, plus augmente la perfection organique des organismes. Mais on a ensuite cette vieille équation auquel souscrit totalement Claude Bernard, mais dont vont s'éloigner, je crois, au contraire, les physiologistes du XXe siècle. Cette vieille équation selon laquelle l'augmentation de la perfection organique va de pair avec l'augmentation de la complexité neurale, la complexité du système nerveux central. Et je crois que la perfection organique est ce tiers qui conduit Claude Bernard à mettre systématiquement en correspondance régulation et système nerveux. Vous voyez, c'est tout de suite, je rentre un peu dans la complexité et du coup, le temps passe et je n'ai pas eu le temps de revenir sur les deux autres points, donc je les dis simplement comme ça, sans m'y appesantir. Le deuxième point exprimant un différentiel de nouveauté, c'est le fait que l'homéostasie va être couplée avec la théorie d'évolution. Il y a un évolutionnisme qui s'articule avec l'approche homéostatique des physiologistes nord-américains et anglais de cette époque. Et le troisième point,
c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait que l'homéostasie est un concept qui secondarise, qui secondarise complètement la référence au milieu 1. On le voit très bien chez Walter Cannon qui prend de plus en plus d'exemples dans des phénomènes comme les émotions fortes, la colère, la peur, qui ne renvoient pas à une variation du milieu extérieur, mais qui sont des émotions, des préparations à l'action violente, occasionnant une dépense d'énergie considérable et qui met l'organisme en demeure d'y répondre. Pas de changement du milieu extérieur dans ce cas-là, et pourtant homéostasie, décharge d'adrénaline, augmentation de la fréquence cardiaque, de la ventilation pulmonaire, etc., etc. On a tout un tas de mécanismes homéostatiques qui se mettent en place alors même que les conditions du milieu extérieur ne changent pas. Donc on a un déréférencement, un éloignement de la référence mésologique au fur et à mesure que la constance du milieu intérieur se transforme en homéostasie. Et c'est voilà, le dernier point que je voulais travailler. J'ai eu le temps de vous exposer dans ce genre. Merci. François, je t'en prie. C'est tout à fait ton exposé à la fin où, de façon rapide, tu nous amène à étudier les raisons pour lesquelles les différences majeures existent entre l'homéostatie et la régulation telle qu'elle est conçue par. Je crois que c'est mes hypothèses, en tout cas. C'est ce que j'aimerais travailler encore un peu. Je voudrais revenir sur ça. Moi, ce qui m'a frappé, parce que je me suis un peu posé ce genre de questions, effectivement, la régulation, le système qui est responsable de la régulation, c'est le système nerveux. Chez Claude Bernard. Chez Claude Bernard, oui. On est bien d'accord. Mais comment vient-il là? Moi, je me suis intéressé aux éléments histologiques et aux propriétés des éléments histologiques chez Claude Bernard. Et il est évident que les éléments histologiques les plus développés ont des propriétés plus distinctes, d'une certaine manière, hiérarchiquement supérieures. Ainsi, les neurones ont des propriétés particulières. Ils détiennent une fonction de sensibilité, n'est-ce pas, et de motricité qui est à l'étage supérieur. Et évidemment, les éléments moins évolués, d'une certaine manière, moins développés, comportent ça, mais à l'état confus. Donc, la régulation, elle est la plus manifeste dans les organismes qui ont effectivement un système nerveux. Mais il est toujours présupposé par Claude Bernard que cette régulation existe dans des systèmes où la fonction nerveuse est assumée par les éléments de façon moins parfaite. Oui, mais elle est déficitaire. C'est une régulation déficitaire inférieure. C'est un indice de perfection organique qui est un élément important chez Claude Bernard. Je pense que c'est parfaitement vrai. C'est un milieu intérieur qui est beaucoup moins protecteur. Donc, je crois qu'il faut réfléchir sur cette dimension, sur cette façon qu'il a de concevoir les régulations des animaux dits inférieurs ou même des plantes comme des régulations déficitaires. Je crois qu'au-dessus de tout ça plane l'imaginaire ou cette équation justement qui consiste à considérer la complexité des hémisphères cérébraux comme le nec plus ultra, de la perfection organique. C'est un imaginaire métaphysique extrêmement puissant. Et je crois que c'est ça qui oblige constamment Claude Bernard à nouveau à associer le système nerveux et sa complexité à l'idée de perfection organique et en particulier la régulation médiatisée par le milieu intérieur se fait normalement sous l'arrangement, si vous voulez, fonctionnel du système nerveux. Oui. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très. Je crois que l'idée de Cannon des régulations par inondation ne trouverait pas beaucoup d'intérêt pour Claude Bernard, dans la mesure où ces régulations ne passent pas ou peu par l'entremise du système nerveux. C'est des effets quasi mécaniques qui font que dans le collagène stocké produit par les cellules du conjonctif vient fourguer beaucoup de flotte quand vous buvez énormément, etc., qui ensuite dépense la. Là, il n'y a pas d'intervention du système nerveux. Et dans les régulations purement endocrines, c'est aussi la même chose.
Donc, il me semble que moi, je rêverais justement de l'idée un peu provocatrice pour Claude Bernard d'un organisme extrêmement performant sur le plan de sa régulation, mais qui fonctionne qu'avec des mécanismes de régulation hormonaux, endocriniens ou ou en tout cas ou de réserve qui soient par inondation, non pas par réservation et transformation moléculaire de la substance. Où là, effectivement, tout de suite, le système nerveux entre en ligne de compte. Et dans le tableau que tu as laissé, là, facteur environnement de pression osmotique, j'ai tout de suite pensé à Dutocher. Tu vois? Ah, oui. Parce qu'effectivement, là, il y avait l'embryon d'une notion de régulation qui se faisait autrement que par le système nerveux, oui. Essentiellement par la régulation osmotique. La pression de surface sur les parois. Merci. Moi, Ah, pardon, vas-y, Oui, Ah non, pardon. J'avais pas vu qu'il y avait 2 personnes. Ah, oui, allez-y, je vous en prie. Oui, oui. Tiens, tu prends la suite. donc, chez Canon, les premiers à travailler sur le concept de l'homéostasie, est-ce qu'ils étendent cette idée aux végétaux? Oui, même chez Claude Bernard déjà. On a l'idée qu'il existe des mécanismes protecteurs et des milieux intérieurs résiduels, enfin peu efficaces, déjà chez les plantes et puis chez les animaux inférieurs. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que voilà, on a affaire à des organismes qui n'ont pas de système nerveux, qui sont là, avec des mécanismes de régulation hormonaux, il y a des hormones végétales, etc. Mais Claude Bernard est bien obligé de reconnaître l'amidon fabriqué par les plantes. C'est l'équivalent de notre glycogène finalement. Le glycogène est moléculairement, chimiquement un amidon. Et donc, voilà, il est bien obligé de reconnaître ce genre de choses, alors même qu'il ne peut pas l'attribuer à un système nerveux inexistant chez ces animaux. Là, il y a une tension intéressante pour nous à réfléchir. Et il dira quoi dans ce cas-là? Il dira régulation inférieure, régulation dégradée, etc. Il ne dira pas de régulation, mais il va la hiérarchiser en considérant que c'est un mode inférieur de régulation. Non? Oui, c'est difficile à dire. Même pour moi, je me suis un tout petit peu entraîné, mais pas suffisamment. En public, c'est difficile. Hein. Je me suis interrogé parce que tu as donné comme exemple justement la colère, la peur, parce que finalement, c'est interne, donc il y aurait des mécanismes de régulation qui ne seraient pas en réaction à des stimuli externes, mais quelque chose d'interne. Mais il me semble, tu me diras si je me trompe, que l'analogie du milieu, justement, un milieu, c'est plus ou moins clos. Il me semble que le penser en termes de système et justement de système ouvert, c'est sûr qu'au début du XXe siècle, il y avait quand même cette idée qu'on pensait beaucoup l'organisation en termes de système. Riche en 1900, on parlait de système harmonique potentiel, et théorie des systèmes complexes avec maintenant et tout ça. Donc, il me semble que justement, le penser en termes de système permet plus de penser justement cette ouverture et cette intégration entre différents systèmes et que l'analogie du milieu me semble justement insister davantage sur l'aspect clos. Il me semble que c'est finalement l'inverse. Alors, je le dirais autrement, moi, mais je n'utiliserai pas l'opposition clos-ouvert, j'utiliserai l'opposition biotope, milieu minéral. Le milieu bernardien, c'est quand même essentiellement un milieu minéral. C'est le milieu de Blainville. C'est les grands modificateurs externes de Blainville. La pression, l'oxygène, etc., l'eau, l'humidité, la chaleur, etc. Chez Canon, quand il parle de la peur, etc., c'est autre chose, c'est le biotope. C'est fuir ou combattre. Hein. C'est le biotope. Il pense par le milieu, alors c'est un milieu déjà plus éloigné, c'est plus les conditions minérales, mais il pense biotope. Donc c'est déjà une écologie. Il y a une écologisation en même temps, symétriquement à la démésologisation du concept d'homostésie par rapport au concept de constant de milieu intérieur. Il y a une écologisation de ce concept. Parce que le milieu devient évidemment un milieu ouvert. En tout cas, le biotope, c'est ce milieu de compétition dans lequel l'organisme est en relation agonistique avec d'autres organismes ou en relation de prédation avec d'autres organismes, etc. C'est ça qu'elle pense. Oui, c'est ça.
Moi, j'utiliserais cette opposition biotope, milieu minéral, hein, pour être un peu schématique. Et ça, c'est général en fait dans l'évolution de la biologie. Hein. Le milieu, au départ, c'est vraiment un terme physico-chimique. Et puis, au fur et à mesure du 19e siècle, ça devient écologique. Et ça se poursuit au XXe. Chez Lamarck, c'est encore du minéral, donc d'accord. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et le texte de Canguilhem sur la notion de milieu, c'est un texte très éclairant de ce point de vue. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus avant que je le dise? Je me permets une petite remarque avant la pause. En fait, je pense que dans l'optique du chapitre, tu aurais vraiment intérêt à aller plus directement sur ce que tu nous dis à la fin, parce que c'était super intéressant. Et en fait, tu n'avais plus de temps. Donc, je ne sais pas comment tu as prévu la structure de ton chapitre, mais au début, tu nous as un peu perdu avec tes citations des physiologistes Je me suis anglo-saxons. perdu dans les préliminaires parce que je me suis dit que c'était quand même un petit peu important de le faire. Voilà, quelques citations sur l'homéostasie, ce que c'était bien, mais j'ai passé tout mon temps. Je sais bien. Peut-être dans la structure du chapitre, voilà, Je sais bien. il faudra que tu vois autrement, à mon avis. Ouais, il faut que je réfléchisse à cette composition. Parce que le reste, c'est vraiment super intéressant. Et en fait, on est tous un peu sur notre fin parce que finalement, tu nous as juste montré le menu à la fin. Et, les préliminaires, c'est bien, mais il ne faut pas en Oui, abuser. c'est ça, il ne faut pas en abuser. Pardon d'avoir été un peu long dans cette phase. Bien, bah, merci beaucoup.